Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de la série Infectiologie en partenariat avec la SPILF et la revue Infectious Diseases Now, disponible sur la plateforme Clinique. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour suivre en direct, du coup, et interagir avec nos intervenants. Le sujet d'aujourd'hui arrive donc dans la continuité de la première partie qui a eu lieu il y a 2 jours autour de la CCHF, ou fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui était assurée donc avec Dr Bessis, qui a pu poser les bases autour de la CCHF en termes de description et état de l'art. Et donc, on est là aujourd'hui pour cette deuxième partie autour des recommandations du HCSP concernant cette CCHF avec professeur Mathieu Revest. Bonsoir à vous. Euh, Bonsoir. pour vous présenter rapidement avant de vous donner la main, donc vous êtes infectiologue dans le service des maladies infectieuses et réanimation médicale du CHU de Rennes. Vous êtes responsable médical pour le REB de l'ASR national de Rennes et vous êtes également membre de la commission spécialisée des maladies infectieuses et émergentes. Et c'est à ce titre que vous avez copiloté le groupe de travail sur les recommandations concernant la fièvre hémorragique Crimée-Congo du HCSP. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et après cette introduction, je vais vous donner la main pour partager votre écran et commencer votre présentation. Merci à vous et bonne session. Merci beaucoup. Je pense que vous voyez mon écran là, hein, ça a l'air de Oui, fonctionner. parfaitement. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Mathieu Revet, je suis infectiologue à Rennes, Rennes qui est établissement de santé de référence nationale pour le risque émergent biologique. Et j'ai eu la chance de copiloter le groupe qui a travaillé sur les recommandations françaises concernant la fièvre Crimée-Congo au Haut Conseil de santé publique. J'ai copiloté ce groupe avec Nathalie Boulanger, qui est parasitologue à Strasbourg. Il y a une partie de ce dont je vais vous parler d'ailleurs, où c'est elle hein, qui a coordonné, parce qu'elle connaît ça beaucoup mieux que moi. Voilà. Alors, juste un bref rappel, même si Simon en a parfaitement parlé la dernière fois, hein, vous savez que la fièvre Crimée-Congo est une maladie virale, hein, une arbovirose transmise par piqûre de tique du genre Yaloma, dont 80% des formes sont asymptomatiques, mais c'est vrai que certaines formes peuvent évoluer vers de la fièvre hémorragique, et ce qui en fait toute la gravité ainsi que potentiellement des encéphalites. Sur le plan thérapeutique, il y a plusieurs traitements disponibles, mais comme l'a très bien dit Simon il y a 2 jours aussi, c'est qu'on ne sait vraiment pas encore hein, quels sont les traitements. Autant en traitement post-exposition, on y reviendra, on a des données qui sont assez solides, autant en traitement curatif, on ne sait pas, et vous avez ici plusieurs possibilités thérapeutiques, mais dont on n'a pas de certitude. On a fait quand même des recommandations au Conseil de santé publique qui suivaient celles de l'OMS, mais qui ne reposent pas sur un niveau de preuve très élevé. Je vous remontre ici aussi la répartition géographique de la fièvre Crimée-Congo, hein, qui n'existe pas dans le Nouveau Monde et qui est surtout finalement dans le Moyen-Orient, également en Afrique. Mais c'est vrai que l'actualité, j'ai envie de dire, c'est l'installation de ce virus et donc de la maladie en Europe, avec depuis 2013 des cas autochtones en Europe, notamment en Espagne, hein, avec 16 cas et dont 6 décès, des cas également en Bulgarie, et puis un cas au Portugal à l'été dernier, là, qui était le premier cas au Portugal, mais qui était d'une zone limitrophe de l'Espagne. Et ce sont bien des cas autochtones hein, de fièvre Crimée-Congo survenant chez des patients qui n'avaient pas voyagé et qui avaient été contaminés sur le territoire européen. Donc on sait que cette maladie existe. Elle existe pourquoi sur le territoire européen? Bah, là aussi, comme l'a très bien dit Simon, c'est du fait de l'extension de la zone géographique dans laquelle se trouvent les vecteurs, avec deux principaux ici, même s'il y en a un troisième. Mais les deux principaux, il y a l'Yaloma marginatum et le Yaloma lusitanicum, qui est l'agent responsable de la transmission en Espagne. Mais vous voyez que Yaloma marginatum augmente de répartition de façon très importante. Il est présent, et c'est la zone rouge que vous voyez ici, hein, dans le bassin méditerranéen et dans tout le bassin méditerranéen. Plus au nord, il peut être présent de temps en temps, mais il ne s'est pas encore installé. C'est l'étage jaune que vous voyez. En vert, c'est quand on l'a cherché et pas trouvé. Et en gris, en gros, c'est quand on n'a pas cherché, quoi. Mais vous voyez que c'est du fait du réchauffement climatique, ces tiques qui peuvent être parfois d'ailleurs amenés par les oiseaux migrateurs, bah, résistent au froid et finalement s'installent sur le territoire, et c'est ce qui fait la dissémination et la diffusion de la maladie. Ce sont des tiques un peu particulières. C'est vrai qu'on est, nous, en infectiologie du Nord, on va dire, assez
enfin, notre esprit est un peu calibré sur Ixodes, hein, vous savez, qui sont ces tiques qui transmettent la maladie de Lyme et qui sont des tiques à l'affût qui ne chassent pas, hein, qui sont finalement qui ne bougent pas. Et il faut, comment dire, aller à leur contact et marcher le long de longues d'herbe pour être contaminé. Yaloma, c'est différent, hein, et notamment pour les tiques adultes, hein, qui sont celles qui posent problème chez l'humain. Les larves et les nymphes, hein, qui sont les premiers stades des tiques, sont plutôt inféodées à des petits mammifères, et notamment des lagomorphes, et qui sont endophiles, hein. En fait, elles restent dans les terriers en pratique. Bah, les adultes, elles sont dans le milieu extérieur et elles chassent. Et elles se déplacent très rapidement, très facilement, avec une large variété d'hôtes. Je vous ai mis ici des photos à la fois du mâle et de la femelle en bas. Vous savez, on parle du moustique tigre, hein. Bah, Yaloma, elle a les pattes striées aussi. Alors, c'est pas aussi tigré que le moustique tigre, que les Aedes, mais finalement, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais il y a des petites stries sur les pattes des adultes qu'on voit très bien. On voit bien sûr beaucoup moins sur les stases plus jeunes parce que c'est beaucoup plus petit. Et donc, finalement, ces tiques adultes peuvent piquer l'humain. Alors, l'humain reste un hôte accidentel, hein. Ce sont des tiques qui préfèrent les animaux. Les animaux comme les sangliers sauvages, sangliers cervidés ou domestiques, qui ne font, comme l'a dit Simon, pas de maladie, hein, ou très, très, très peu en tout cas. Donc, finalement, c'est un réservoir, comment dire, silencieux, puisque ils n'ont pas de maladie, de manifestation pathologique, alors que l'humain, lui, est finalement le seul mammifère, en tout cas réellement impacté, qui est provoquant la maladie, enfin se manifestant par une maladie en cas de contamination par le virus. Et alors, quelle est l'actualité encore plus brûlante? Et ça, Simon vous l'a redit il y a 2 jours, c'est que depuis 2021, finalement, on a prouvé la présence du virus sur le territoire français, à la fois dans des tiques. On a trouvé des tiques infectées par le virus, clairement. Et puis, quand on a fait des enquêtes de séroprévalence dans le sud-est de la France ou en Corse, chez le bétail, où on se rendait compte que bah, une proportion non négligeable, hein, pouvant aller jusqu'à 10% du bétail, était séropositif pour fièvre Crimée-Congo, ce qui prouve bien qu'il y a une installation du virus sur le territoire français et que, moralité, on aura des cas sur le territoire français, même si pour l'instant, il n'y a jamais eu de cas humains décrits en France métropolitaine ou en France d'une façon générale. Donc ça, j'ai repris la diapositive de Simon parce qu'elle était parfaite, donc je me suis dit que j'allais la reprendre. Merci Simon, hein, qui parlait justement de l'installation, hein, de ce virus en France et qui nous fait dire finalement qu'on aura des cas humains euh, prochainement. Alors ça, et notamment la constatation d'une tique, deux tiques, plus exactement, plusieurs tiques porteuses du virus sur le territoire français, a provoqué la saisine du Haut Conseil de santé publique en 2023 pour éditer des recommandations quant à la prise en soin de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, puisqu'il s'agit d'une fièvre hémorragique et que vous savez jusque-là, et c'est encore le cas, les fièvres hémorragiques, les patients suspects ou atteints de fièvre hémorragique doivent être pris en soin dans des établissements de santé de référence, au mieux nationaux. Et donc la question, c'était de savoir que faire sur la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Donc on a émis plusieurs niveaux de recommandations. Et là, je vais commencer par la recommandation 1. Alors, les premières recommandations parlent surtout du contrôle d'éthique, de la surveillance épidémiologique. Et c'est Nathalie Boulanger qui a coordonné tout ce travail-là. Elle connaît ça nettement mieux que moi, en collaboration avec les collègues de l'ANSES, qui ont été vraiment d'une aide excessivement précieuse. Donc, la première recommandation, ça a été de développer des actions de communication et de formation pour la prévention en population générale. Et ça nous semble vraiment important. La population a été informée par la maladie de Lyme, mais il faut continuer cette information et il faut aussi former les professionnels de santé et les vétérinaires et leur dire qu'il existe ce virus dorénavant. Donc ça repose sur des mesures de prévention comme ce qui a été décrit dans plusieurs pays, et là c'est ce qui est fait dans les pays africains ou en Turquie, hein, sur la prévention de la piqûre de tique. Donc c'est de porter des vêtements couvrants, savoir que les tiques existent et surveiller le bétail. Mais il y a des préventions aussi bien sûr en France, hein, donc des vêtements couvrants, des couleurs claires, des chaussures fermées, des répulsifs cutanés. Alors pourquoi on a mis à discuter? Puisque pour être tout à fait franc,
les répulsifs cutanés qui sont disponibles, on connaît parfaitement leur efficacité sur les moustiques, on connaît parfaitement leur efficacité ou leur moindre efficacité d'ailleurs sur Ixodes, mais on ne connaît pas bien leur efficacité sur Yaloma. Donc c'est pour ça que ça a été marqué à discuter, puisque l'efficacité des répulsifs anti-moustiques, on va les appeler comme ça, qui sont disponibles actuellement, bah, est pas évidente et pas certaine, en tout cas sur Yaloma. Donc ça peut être utile, mais ça ne doit surtout pas éviter de porter des vêtements couvrants, des chaussures fermées et de s'inspecter au retour des tiques de promenade en campagne pour être sûr de ne pas être porteuse d'une tique. C'est particulièrement important. Et le message peut-être de ça, c'est que utiliser des répulsifs ne nous protège pas parfaitement et donc ça ne suffit pas. Donc ça, c'est très important d'en parler dans la population. Deuxième niveau de recommandation, c'est améliorer la connaissance de l'épidémiologie de la maladie. Il y a une question qui est vraiment pas résolue actuellement, c'est que je vous ai parlé des Yaloma, hein, Marginatum et le Titanicum, mais il y a d'autres tiques qui peuvent être infectées par le virus. Et d'autres tiques qui sont beaucoup plus présentes sur le territoire français. Ce qu'on ne sait pas, c'est le pouvoir vectoriel de ces tiques-là lorsqu'elles sont infectées par le virus. Je pense à plein de tiques comme ripécéphale, etc. Et donc ça, on ne sait pas. Et dire qu'on ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'elles ont un pouvoir vectoriel, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une tique est infectée par le virus qu'elle peut le transmettre à l'humain. Ça, c'est très clair. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'elles en ont pas. Et le danger qu'on aurait, c'est de se dire que le virus s'installe dans une zone où il y a des hyalomas, certes, mais pas beaucoup, mais il y a d'autres tiques en très grande quantité, d'autres tiques d'ailleurs qui sont beaucoup plus anthropophiles que les hyalomas, parce que les hyalomas ne sont pas très anthropophiles, elles préfèrent aller piquer le bétail. Mais si ces autres tiques qui sont très anthropophiles et qui peuvent avoir le virus ont finalement une capacité vectorielle importante, et ben là, ça pourrait, vous l'imaginez bien, poser un problème. Donc là, il y a nécessité, et donc c'est bien sûr pas une recommandation à destination de la population générale, mais une recommandation à destination des scientifiques, d'avoir plus d'informations, plus de connaissances, plus de savoir sur les capacités vectorielles d'autres espèces de tiques dans le contexte d'installation actuelle du virus sur notre territoire. Et ça, c'est quelque chose que les entomologistes dont les entomologistes ont vraiment besoin, et les parasitologues également. Donc, c'est ce qui va être fait prochainement. On en arrive à aux recommandations qui sont plus médicales. Et donc là, j'étais plus en première ligne là-dessus. On a fait des recommandations de critères diagnostiques. Je vous mets ici, donc vous avez des cas suspects, des cas possibles, et vous aurez sur une autre diapo des cas certains. Je vous les fais en plus gros. Euh, les cas possibles, vous les voyez ici. Je vous les laisse lire. Et l'information, c'est que vous avez tous ces données euh, euh, possibles, accessibles sur le Haut Conseil de santé publique, avec deux choses quand même assez importantes. J'ai un problème d'ordinateur, excusez-moi, c'est qu'on sait que la transmission euh, de la fièvre hémorragique Creutzfeldt-Jakob se fait par les tiques, bien évidemment, mais peut se faire aussi par le contact avec du liquide biologique d'un animal infecté. Encore une fois, je vous rappelle que le bétail n'est pas infecté, mais ça reste une fièvre hémorragique. Et donc, comme toutes les fièvres hémorragiques, pour faire simple, finalement, la transmission peut se faire par tous les liquides biologiques, même si les liquides biologiques ne sont pas tous contaminants, et le sang est le plus contaminant, bien évidemment. Autant on n'a pas de contamination au-delà de 9 jours après une piqûre de tique, autant il a été rapporté des contaminations avec des incubations plus longues en cas d'exposition à un cas confirmé de fièvre hémorragique virale Crimée-Congo ou d'exposition à des liquides biologiques d'animal infecté, et que ça pouvait aller jusqu'à 14 jours. Donc 9 jours après piqûre de tique et 14 jours après exposition à un liquide biologique, en gros du sang, soit d'un patient infecté par Crimée-Congo, soit par un animal. Et vous voyez que pour l'instant, on est resté sur des critères assez stricts, c'est-à-dire qu'il faut savoir a été piqué par une tique du genre Yaloma, donc ça c'est assez rare d'être sûr qu'on est piqué par une tique genre Yaloma, il faut vraiment amener la tique et tomber sur quelqu'un qui connaît parfaitement les tiques et qui va vous dire c'est une tique du genre Yaloma. Et dans ces cas-là, on est assez large, c'est-à-dire fièvre, pas d'autre cause à cette fièvre dans les 9 jours qui suivent la tique, dans une zone où il y a de la fièvre Crimée-Congo, c'est-à-dire le sud-est, le pourtour méditerranéen, mais finalement, on a voulu être un peu plus large, puisque finalement, si on a des signes hémorragiques
enfin non, dans cette zone, à ce moment-là, on considère que c'est un risque possible. Si on ne sait pas si on a été piqué par une tique, il faut obligatoirement des signes hémorragiques pour être retenu. Vous aurez les critères diagnostiques que vous avez ici, il ne s'agit pas de les détailler ici. Pour le cas possible se définit, comme vous le voyez ici, par la validation de la possibilité du cas par un infectiologue référent de votre ESR préféré. Ça peut être le ESR régional ou ça peut être le ESR national. Vous savez qu'il y a un ESR régional par région France. Il y a 6 ESR nationaux que sont Paris, Marseille, Nancy, Bordeaux, Lyon et Rennes sur le territoire national qui peuvent vous aider à valider la suspicion. Ça, c'est en l'état actuel de la situation épidémiologique où il n'y a aucun cas humain autochtone rapporté. Par contre, bien sûr, s'il y avait une extension de l'épidémie, on serait un peu plus large, un peu plus euh, permissif pour suspecter le cas. On a mis, en plus de cette définition un peu stricte, des astérisques, et des astérisques qui donnent la possibilité d'avoir un peu de flexibilité. Puisque si par exemple on retient la possibilité d'un cas en cas de piqûre de tique et d'apparition de fièvre dans les 9 jours qui suivent une piqûre de tique à Marseille en période estivale, comme cas suspect, bah, vous imaginez bien qu'on va avoir beaucoup de cas suspects parce que finalement, la piqûre de tique est un événement fréquent dans la région marseillaise. La fièvre dans la période, enfin, donc, pas plus à Marseille qu'ailleurs, mais c'est un événement fréquent, y compris dans la région marseillaise. Le fait d'avoir de la fièvre, c'est un épisode assez favorisant, enfin, fréquent ou pas. Donc, on a introduit une certaine flexibilité et après collaboration avec l'infectiologue de l'ESR, on peut se donner la possibilité d'attendre un peu, voire d'essayer des traitements d'épreuve, notamment, pourquoi pas, contre des rickettsia, et c'est pour ça que j'ai cité la région marseillaise, comme la doxycycline, et voir ce qui se passe. Et ce serait seulement en l'absence d'amélioration des symptômes après attente un peu ou après traitement d'épreuve qu'on pourrait retenir le diagnostic de suspicion de fièvre hémorragique Crimée-Congo. Donc ça, c'est un élément important. On a introduit un peu de flexibilité et la possibilité, après concertation, d'attendre un petit peu avant de lancer toutes les démarches pour une éventuelle fièvre Crimée-Congo. Le cas confirmé, c'est assez simple, hein. C'est une confirmation biologique par le CNR des fièvres hémorragiques virales de Crimée-Congo. Ça, c'est dans la situation actuelle où il n'y a aucun cas humain autochtone rapporté. S'il y avait une diffusion de l'épidémie sur le territoire, le Haut Conseil de santé publique s'est prononcé très fortement pour la possibilité du diagnostic dans tous les ESR, voire tous les CHU. Sachez qu'en fait, tous les ESR, voire tous les ECHU ont la possibilité de le faire, le diagnostic par PCR, mais que pour l'instant, c'est réservé au Centre national de référence. On a fait des algorithmes pour que ce soit plus simple et on a fait des fiches diagnostiques que vous retrouvez sur le site du Haut Conseil de santé publique pour que ce soit plus simple pour le clinicien pour faire des diagnostics. Donc vous avez ici classification en cas suspect en fonction de la tique impliquée et proposition d'aide à la classification en fonction de la situation clinique. On a essayé de faire des choses assez simples et qui peuvent vous aider et que vous aurez dans le diaporama qui sera disponible bien évidemment ou dans les recommandations du site de du Haut Conseil de santé publique. Les mesures de protection. Alors, les mesures de protection, on a essayé aussi de faire un truc gradué, en sachant que, pour rappel, cette fièvre hémorragique Crimée-Congo, elle est transmissible donc par l'exposition des liquides biologiques et surtout le sang, à vrai dire. Mais c'est parmi les fièvres hémorragiques virales, c'est l'une qui se transmet le moins bien en pratique. Il peut avoir des cas secondaires chez les professionnels soignants, mais c'est vrai qu'elle a une potentialité de transmission qui est plus faible, par exemple, qu'Ebola, bien évidemment. Donc, chez un patient suspect ou un patient suspect non excrétant et sans signe hémorragique, on va rester avec des mesures de protection simples, comme vous le voyez ici, et on ne voit pas, on ne met pas en place des mesures type Ebola, sauf, et c'est là toute la difficulté, les prélèvements biologiques. À partir du moment où on a une suspicion de fièvre hémorragique virale, bah, les prélèvements biologiques doivent être techniqués en L3, et là, c'est toute la difficulté des choses, puisqu'il faut que ce soit adressé dans un ESR. Par contre, si le patient est excrétant avec des vomissements et des diarrhées importantes ou des signes hémorragiques ou des cas confirmés, et ben là, il faut mettre en place des mesures de protection type Ebola selon le rapport du Haut Conseil de santé publique de 2022 qui est accessible en ligne sur le site.
Il faut déclarer les cas à l'ARS. Et puis, j'insiste aussi, enfin j'insiste, une petite information, vous savez que les fièvres hémorragiques virales, comme d'autres et d'autres enfin, et des arboviroses peuvent avoir des transmissions par voie sexuelle, notamment par le sperme. Et donc là, il a été recommandé pour quelqu'un qui serait convalescent d'une fièvre hémorragique Crimée-Congo d'utiliser des préservatifs jusqu'à 6 mois après la résolution des symptômes en cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo. Pour les traitements, on a insisté sur les traitements symptomatiques. Simon vous l'a dit il y a 2 jours, hein, comme toutes les fièvres hémorragiques virales, en fait, les traitements symptomatiques de réhydratation, notamment au besoin parentéral, c'est vraiment la pierre angulaire du traitement et c'est ce qui sauve les gens, hein, la plupart du temps, donc c'est vraiment important. Traiter d'éventuels diagnostics différentiels. Rappelez-vous que en cas de suspicion de fièvre hémorragique virale, on est limité en termes d'exploration biologique. Les hémocultures ne vont pas être techniquées tout de suite, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à traiter des, traitements, des diagnostics différentiels, infection bactérienne, paludisme, si on vient d'une zone d'endémie, palu, hein. Donc, le traitement des preuves par antibiothérapie ou par artésunate peut se concevoir bien évidemment et doit être facile. Et puis, il y a des traitements, il y a la question des traitements spécifiques et il y a la prescription de ribavirine dont on n'est pas absolument certain qu'elle ait un intérêt. En tout cas, si elle a un intérêt, c'est très vrai qu'il faut l'administrer le plus tôt possible, puisque finalement, quand les symptômes sont déjà bien installés, il est très probable, et Simon vous a parlé de la physiopathologie particulière de cette maladie il y a 2 jours, il est très probable que les antiviraux n'ont plus beaucoup d'intérêt dans ces cas-là et pourraient d'ailleurs se discuter des traitements plutôt immunomodulateurs. Mais s'il y a un intérêt de la ribavirine, c'est quand elle est administrée très tôt. Et c'est vrai que dans les méta-analyses, on ne retrouve pas en curatif en tout cas, on ne retrouve pas d'effet bénéfique de la ribavirine, mais en sachant que beaucoup d'études, elle était administrée un peu trop tard, donc c'est difficile de savoir, d'en faire une idée. Et vous avez les modalités ici que sont le- que propose le Haut Conseil de santé publique. Euh, Simon vous l'a dit aussi, il n'y a plus de ribavirine produite en France, hein, donc il faut qu'il y ait des stocks dans les ESR. Sinon, c'est par importation. La forme importérale est excessivement difficile à obtenir. Mais finalement, c'est pas très grave parce que si on devait passer IV parce que les patients ne peuvent pas le prendre Péros et qu'on est très tardif dans la maladie, c'est un moment où probablement le médicament n'a plus d'intérêt. Donc, c'est pas très grave qu'on n'ait pas de forme parentérale en pratique. S'il y a un intérêt, c'est au tout début. Et s'il y a un intérêt, ce qui est sûr, c'est en post-exposition. Et c'est ce qui nous fait dire d'ailleurs que plus on la donne tôt, plus probablement ça a un intérêt, parce que là, on a des données qui sont très solides sur le bénéfice du traitement post-exposition immédiate de la ribavirine et sur la prévention de la maladie. Alors, le Haut Conseil de santé publique, par contre, ne s'est prononcé que pour le traitement post-exposition des professionnels de santé victimes d'un accident d'exposition à risque viral par le sang. Et il s'est aussi proposé pour ne pas proposer de prophylaxie aux personnes de l'entourage d'un patient. euh, Parce que c'est ce qu'on vous le dit aussi, déjà le rythme de transmission est nettement moindre que dans les soins prodigués aux patients. Et finalement, si la ribavirine a une efficacité dans ces cas-là, c'est quand elle est donnée immédiatement après l'exposition. Or, les proches du patient, ils ont été exposés depuis pas mal de temps. Et donc finalement, on serait sans doute trop tard par rapport aux bénéfices de la ribavirine. Et comme de toute façon, on a une limitation en termes de nombre de doses, il faut savoir choisir ses combats et c'est ça les choix qui ont été faits. On a fait un tableau hein, qui est assez proche de celui qu'on a fait aussi pour Ebola pour les expositions et qui vous essaye de vous guider hein, dans les expositions ou pas. On nous avait même demandé de prioriser la ribavienne en fonction des stocks de médicaments et donc on a fait des priorisations que vous pourrez voir dans le rapport du Haut Conseil de santé publique. Ce qui nous avait été demandé aussi, c'était de voir ce qu'il fallait faire en termes de sécurisation des dons de tissus et d'organes. Et pour l'instant, on a été assez lâche et ne se pose la question que chez les patients qui auraient fait une fièvre hémorragique Crimée-Congo certaine. Et dans ces cas-là, ils sont exclus du don dans les 6 mois qui suivent la maladie. Et les femmes enfin, allaitantes, on arrête l'allaitement en cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo. Donc voilà, là je vous représente des fiches hein, qu'on a essayé de faire par thématique, mesures de précaution, traitements curatifs que vous pourrez avoir sur le site du Conseil de santé publique et qui tiennent sur une page et qui peuvent être imprimés et qui peuvent vous aider. Bon, sachant que pour l'instant, hein, la prise en soin des patients,
En cas de forte suspicion, ça ne se fait que dans les ESR. Et donc, si vous avez une suspicion, il faut appeler votre infectiologue référent de l'ESR et qui organisera la prise en soin et le transfert du malade, notamment dans les ESR nationaux. Donc, finalement, ça concerne que des gens qui sont au courant. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire. L'installation du virus sur le territoire, c'est une réalité et donc il y aura des cas humains à venir en France de façon certaine. Ceci dit, l'expérience de l'Espagne est plutôt rassurante puisque il y a eu des cas maintenant depuis 2013 et on n'a pas eu une explosion du nombre de cas de façon très importante. Donc si diffusion il doit avoir, elle sera probablement relativement lente et qui nous laissera le temps d'adapter au fur et à mesure nos procédures. Pour l'instant, les recommandations sont strictes. On prend en soin les patients suspects éprouvés dans les ESR. Alors, suspect, ça peut être dans un ESR régional. Prouvé, ce sera dans un ESR national. Les prélèvements biologiques sont techniqués comme pour toute fièvre hémorragique virale dans DL3 des ESR. Donc, c'est très restrictif. Mais probablement que ces recommandations seront amenées à évoluer et à calquer finalement ce qui est fait en Turquie, qui est le pays de haute endémicité actuellement en fonction de l'épidémiologie future. Voilà, je suis à votre disposition si vous aviez des questions. La question se rapportait à la Zéro prévalence. séroprévalence pardon, chez l'homme et vous aviez répondu qu'il y avait peu de données en France et la publication la plus récente datée de mars 2025 sur un Ouais, fermier et un éleveur en Corse avec 0,08%. c'est ça. C'est- C'est des données très parcellaires, mais qui sont Oui. les premières officiellement publiées pour la France. Mhm. Et la deuxième question, c'était par rapport aux pays de la zone sahélienne. On posait la question si on devait s'inquiéter. Où la présence de l'espèce vectrice a été confirmée. Et votre réponse était déjà identifiée depuis un certain temps au Sénégal, en Mauritanie, au Mali, et il n'y avait pas de nouvelles données devant faire changer la prise en charge, si ce n'est pas la formation des professionnels et la sensibilisation dans ces pays-là. Non, Euh, et là, je me permets d'ajouter, en fait, c'est vrai que ce qui a fait nous exciter un petit peu, si vous voulez, c'est vraiment la constatation du virus qui mhm, s'installe en France métropolitaine, hein. C'est ça le grand changement épidémiologique, et c'est pas dans les pays dans lesquels la fièvre hémorragique Crimée-Congo existait déjà qu'il y a eu des grands changements épidémiologiques. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut rester assez simple. C'est-à-dire que, quelle que soit l'hypothèse suspectée, si vous voyez un patient arriver avec de la fièvre et des signes hémorragiques inhabituels, il faut que ça vous alerte. Et j'ai envie de dire d'où qu'ils viennent, à vrai dire. Avec le changement épidémiologique général des maladies infectieuses, j'ai envie de dire, si vous avez quelqu'un qui vient de Tourcoing et qui a de la fièvre avec des signes hémorragiques inhabituels, il faut mettre en place des mesures de précaution et il faut appeler un infectiologue de SR ou un infectiologue local. C'est-à-dire qu'il faut maintenant qu'on ait cette culture-là. Clairement, comme on a la culture, quelqu'un qui vient avec de la fièvre et des signes respiratoires, il faut lui mettre un masque et il faut porter un masque nous, avant de savoir ce qu'il a. Si c'est une pneumonie à pneumocoque, il n'y a pas de problème, mais ça peut être une maladie contagieuse. Quand quelqu'un a de la diarrhée de façon importante, de façon aiguë, c'est une diarrhée infectieuse jusqu'à preuve du contraire, et donc c'est la contamination par contact, et donc il faut mettre en place des mesures de précaution contact. En fait, c'est aussi bête que ça, c'est une culture de mesures de précaution universelles. Et puis, si vous avez de la fièvre avec quelqu'un qui a des signes hémorragiques inhabituels, hein, je ne parle pas d'un épistaxis classique parce qu'il a un peu de fièvre et qu'il est fatigué, c'est, j'ai envie de dire, du classique, mais des signes hémorragiques inhabituels, et ça, il faut vous faire confiance. En tant que clinicien, on voit quand c'est habituel ou pas habituel, quoi. Et ben là, il faut mettre en place des mesures de protection contact importantes et il faut appeler un infectiologue. D'où qu'ils viennent. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Simon, mais ça me paraît Ah oui, oui. De là-dedans. toute façon, comme tu dis, les fièvres hémorragiques, finalement, il y a un panel, hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a la dengue. Exactement. On peut être face aussi à des résurgences de fièvre jaune. On peut avoir des manifestations hémorragiques de fièvre jaune. On peut avoir des fièvres d'os qui a Sanour qui bat son plein en Inde en ce moment. Exactement. En En fait, Amérique latine, il y a plein de trucs. Enfin, voilà. Donc, en fait, il faut maintenant avoir un esprit extrêmement large maintenant. et donc, il faut réfléchir en, en syndrome, finalement. C'est Vous ça. voyez ce que je veux dire? Alors, c'est sûr que la question de la provenance géographique va encore un peu plus influencer, mais faut réfléchir en syndrome. Quelqu'un qui a de la fièvre et des signes hémorragiques anormaux, ce n'est pas normal. Ça peut être une fièvre hémorragique virale, d'où qu'ils viennent. Vous mettez en place des mesures de précaution
euh, assez strictes, hein, contact avec protection des muqueuses, etc. Et vous appelez un infectiologue. Et à ce moment-là, vous appelez les personnes qui auront un peu plus d'expertise pour déterminer s'il y a une vraie suspicion ou pas. Voilà. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour ces recommandations et ces, voilà, juste du coup, pour conclure, merci encore à vous, messieurs, pour ces deux présentations et deux sessions très très riches, et à nos spectateurs et auditeurs, auditrices, merci de votre attention, merci de votre participation. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour la prochaine session et pour avoir nos actualités. Donc la prochaine session, pour rappel, c'est autour des infections émergentes en France, qui aura lieu le 27 mai à 17 heures avec le docteur Jean-Marc Chaplin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez recevoir par email le lien d'inscription et à participer. Merci encore à vous et bonne soirée. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.